L'homme, étant capable de se déplacer, puise son essence dans sa tendance naturelle à migrer. Aiguillé par ses instincts, échappant à ses racines, au hasard de l'horizon et des marées, forge ses origines. Nous avons laissé derrière nous nos cités et parcouru 1000 terres aux ethnies affamées. Nous libérant de nos souffrances et de nos désespoirs, pas à pas, nous insufflons courage et espoir. Instrumentalisés par nos politiques et leurs angoisses économiques, l'art des gens ne se réduit plus qu'à l'argent, mystifiant le capital. N'écoute pas nos bons tyrans les diaboliser, imposer leurs idées arrêtées comme une vérité. Ne vois-tu pas la crise politique ramper dans l'ombre? Ne vois-tu pas la crise médiatique déformer les nombres? Nous autres hommes de ce monde, conteurs de l'humanité, avons construit la Rome antique et élevé cités extatiques, composant l'histoire de nos saveurs et de nos couleurs, mais fragilisant notre unité et figeant nos peuples dans la rancœur. À l'aube de l'histoire contemporaine, préjugés, peurs et haines ont bâti nos murs et nos frontières, cristallisant nos échanges, devenus amers. Donc, je suis bénévole à l'ADA, l'association Accueil Demandeurs d'Asile, qui est une association qui accompagne les demandeurs d'asile pendant toute la durée de leur procédure et une association qui défend le droit d'asile. Donc elle a ces deux volets d'action qui se traduit par des permanences 2 fois par semaine pour accueillir les demandeurs d'asile, entendre leurs besoins et leurs demandes, leur donner des résultats pour traiter leurs besoins. Et un second volet qui relève plus de l'étude, de la rédaction, de synthèse et d'analyse des situations et donc de plaidoyer pour dénoncer les abus, les irrespects du droit d'asile et donc défendre le droit d'asile. Et pour cela, l'ADA s'est dotée à l'origine avec la CIMAD d'un observatoire de l'asile en Isère, qui est comme ça l'instrument pour publier, montrer, dénoncer les situations. Moi je suis membre du réseau Université Sans Frontières qui a pour vocation d'aider les étudiants étrangers qui ont des problèmes administratifs ou des problèmes techniques, etc. Principalement des problèmes avec la préfecture, des refus de titre de séjour et aussi pour aider les étudiants à s'inscrire. Le CAO a été ouvert ici, l'université a fait un peu une communication là-dessus, enfin on a appris la formation par différents canaux. Et on a décidé qu'au sein du RESF, on avait envie d'agir dans cette direction. Donc on est venu, à un moment, on a organisé un thé avec d'autres personnes, d'autres assos ici. Et on a commencé à essayer de communiquer avec eux pour voir ce qu'on pouvait faire. Et il est venu l'idée de faire une première réunion à Ève, sur le campus. Et donc l'information est passée par les canaux universitaires et il y avait 200 collègues qui sont venus. Et donc une mobilisation a commencé à se créer au niveau du campus, et c'est comme ça que les cours de français ont commencé à se créer, et l'accès au sport, et on participe de la mobilisation qui est en train de se créer, avec comme but d'obtenir l'abandon de la procédure Dublin, je pense que c'est un des points importants, d'obtenir la régularisation de ceux qui n'ont pas pu obtenir l'asile, et puis la possibilité pour eux de rester sur Grenoble, puisque c'est une de leurs revendications fortes. Voilà. Et ce qui nous tient aussi à cœur, c'est que cette mobilisation ne reste pas que au niveau du CAO, mais qu'elle puisse rallier les autres mobilisations pour les questions de relogement, pour les questions de titre de séjour. Voilà. Du coup, on est là aujourd'hui pour écrire un communiqué de presse à la préfecture, à la CNDA, à l'OFPRA, à toute une liste qu'on va détailler après en commission où on va se dire à qui on écrit, au président de la République. On traduit petit à petit, c'est mieux. Ceux qui nous dirigent
se sont oubliés dans cette valse frénétique, délestant de l'amour nos cœurs, façonnant nos frontières et nos peurs. Toi et moi rêvons. Rêvons ensemble d'un avenir commun, où nous vivrons main dans la main, où nous n'aurons plus peur d'être voisins. De la peur de l'inconnu, nous nous serons émancipés, dansant sur les fantômes de nos ignorances, nous élançant l'un vers l'autre. Les personnes du CAO, ils ont le droit d'asile, et ça c'est la lettre, on l'envoie au préfet. Ça fait partie du propre de l'humain, de bouger, de découvrir, d'être en mouvement. Donc la définition d'un migrant, c'est-à-dire un humain qui agit comme un humain. Tu sais, moi ce que j'ai envie de présenter dans le documentaire, que je trouve qui serait pertinent pour faire comprendre à tous ces gens qui ont peur du migrant. Certaines personnes qui travaillent avec les migrants n'aiment pas trop ce mot, pour revenir un peu à ce que disait Oriane, la définition de migrant, c'est juste d'être un homme. C'est qu'on croit que le fait d'accueillir des migrants, ça va nous mettre en péril, nous, dans notre confort quotidien. Alors non, c'est le fait de les parquer, de les mettre de côté, d'avoir peur que ces personnes-là coûtent trop cher à la société. Alors que c'est quoi qui coûte le plus cher à la société? C'est tous les privilèges de ces politiciens qui sont en haut, qui sont députés retraités, préfets, qui sont... allez, petite dédicace à Nuit debout. Déconstruis les frontières de ton imaginaire. Brise tes chaînes et danse. Danse encore et toujours. Danse sur les frontières. Danse cette vie qui dormait en toi, enfouie sous ton égoïste désarroi. Oublie, pardonne et ouvre-toi. Danse et ne dis plus eux, dis nous. Arrêtons de dire eux, disons nous. Ensemble on avance tous vers le même horizon. Tout le monde participe, chacun y fait du sien. Ensemble on se mélange, on est à l'unisson. La synergie permet de tracer le chemin. Ensemble, 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 ensemble. Aujourd'hui, en fait, on est là, on se réunit autour d'un projet qui s'appelle Danse sur les frontières. Donc le projet avait pour objectif principalement de mettre en place des ateliers d'expression artistique pour les résidents de l'Arpège, qui est un CAO, et c'est les migrants qui viennent de Calais et de Paris. Ils sont une centaine aujourd'hui.
expulsions, réquisitions. Personne dans la rue et la rue nous l'occupons. Contre toutes les expulsions, réquisitions. Personne dans la rue et la rue nous l'occupons. Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Et pour qui? Et pour qui? 810 personnes dans l'Isère, demandeurs d'asile, ont été à la rue tout l'hiver. À la rue, vraiment, dans le froid à -10. À la rue, vraiment, avec les enfants. À la rue, vraiment, des femmes enceintes, des femmes avec des bébés. Ils étaient à la rue, vraiment. À la place de ce campement va se construire des bâtiments avec une société qui s'appelle Sagesse et que je nomme société parce qu'ils orchestrent la privatisation des terres de Grenoble. Ce sont des logements pour les bourgeois. On se retrouve à écrire une lettre à monsieur le préfet. Voilà, il y a une partie des personnes résidentes à l'Arpège qui sont là aujourd'hui et c'est pour eux que je prends la parole. Nous, migrants, étudiants, membres associatifs, militants des droits de l'homme et citoyens, venons par la présente vous interpeller sur la détresse des personnes résidant au CAO de l'Arpège, géré par l'association La Relève. Nous sommes conscients de la réalité des procédures administratives de demande d'asile, longues et fastidieuses. La situation de ces migrants n'est certes pas nouvelle, mais nous sommes profondément affectés par l'urgence de la situation. La médiatisation du démantèlement du camp de Calais a généré une prise de conscience collective et a permis de mettre un visage, une histoire sur des personnes qui fuient pour survivre. La détériorisation de la situation géopolitique, couplée d'un durcissement des conditions d'accueil en France, provoque un afflux massif de demandes d'asile, difficile à gérer pour l'État. Néanmoins, l'engagement du gouvernement à accueillir 24 000 réfugiés nécessite d'assumer une prise en charge et des réponses administratives rapides. Aujourd'hui, combien de personnes ont été accueillies avec le statut de réfugié ? On vient utiliser des nombres tout le temps pour dire tiens combien ça coûte, combien il y en a. On raisonne sur des logiques quantitatives alors que là il s'agit d'individus. Du coup il faudrait raisonner sur des logiques qualitatives. On ne peut pas au nom de l'économie mettre en péril la vie de certaines personnes et une fois arrivés au point zéro, ils sont obligés de fuir, fermer les portes. Nous-mêmes, on a ouvert les portes en créant des guerres. C'est aussi à nous derrière d'ouvrir la porte. Le Soudan est une dictature schizophrène qui est passée de la dictature laïque de l'époque de Ja'far el-Noumeiri à une dictature islamiste sous le général Omar el-Bashir, qui ne tolère aucune forme d'opposition, qui ne respecte aucun droit humain, alors que le Soudan est une société multiethnique, multilinguistique et pluraliste de fait. خبرة في ذلك الزمن
Il ne faut pas oublier que dans les années 60, 70 et même avant, le Parti communiste soudanais était l'un des plus importants de la région arabe et africaine. C'est des gens qui se sont alimentés aux idées de progrès, de gauche, d'égalité. Et juste après la chute du régime militaire d'ailleurs, de Ja'far al-Noumeiri, la répression s'est abattue de façon sauvage contre les militants de gauche, notamment ceux du Parti communiste soudanais. Et d'ailleurs sur toute l'opposition, qu'elle soit de gauche ou de droite, même islamiste à un certain moment. Je disais que c'est une dictature schizophrène parce qu'elle ne fait confiance à personne, y compris à ses alliés. À chaque fois, il se retourne contre ses alliés, quels qu'ils soient. Et au-delà, Omar al-Bashir a servi de marionnette au régime saoudien et à un certain moment au régime libyen, Muammar al-Kadhafi. Donc, à chaque fois, il change de fusil d'épaule, il change d'alliance, et en fonction de ces alliances-là, il traite ses adversaires. Donc, quand il est avec les islamistes, c'est les islamistes qui prennent le pouvoir. Mais la tendance, la constante dans le régime soudanais, c'est l'oppression, c'est la dictature, et c'est la tolérance zéro à toute action d'opposition, quelle qu'elle soit. En plus, bien sûr, la situation économique du pays, c'est un pays qui peut être riche. Il y a du pétrole, il y a des ressources, il y a le Nil qui traverse le Soudan du sud au nord, mais l'agriculture n'est pas développée, l'industrie n'est pas développée. Il y a une situation économique catastrophique, la situation sociale idem. Donc toute protestation est réprimée. Il est évident qu'il y a autant de monde qui veulent quitter le Soudan et se réfugier. Globalement, les réfugiés soudanais qui viennent en Europe, quelle que soit leur destination, sont deux sortes de réfugiés. C'est des réfugiés politiques, d'une part, vu la répression qui s'abat, et systématiquement, ils sont poussés par la répression et par la situation économique du pays. Donc c'est pourquoi ils ont aussi un statut de réfugiés économiques. Ils sont en quête d'une place au soleil pour pouvoir changer leur mode de vie qui est insupportable au Soudan. Il y a 5 critères sur la base desquels on peut reconnaître l'asile à une personne. Ça veut dire accorder la protection de l'État français. Ces 5 critères sont les opinions politiques. Une personne peut être persécutée à cause de ses opinions politiques, elle peut être persécutée à cause de sa religion, à cause de sa race, à cause de sa nationalité. On parlerait davantage d'ethnie aujourd'hui. Et le dernier critère, le 5e critère, c'est celui du groupe social. Une fois que l'asile est reconnu, on obtient le statut de réfugié. Dans la pratique, ça donne lieu à un titre de séjour de 10 ans, qui sera renouvelé automatiquement lorsqu'il arrive à échéance, qui peut également donner l'opportunité de demander une naturalisation française, par exemple.
Quand on accompagne la demande d'asile, on voit effectivement quantité de cas qui ne reçoivent pas de protection, là où on pense qu'elles devraient en recevoir. Les explications, elles sont multiples. L'explication très simple, très pratique, qui vient d'être créée par la nouvelle réforme, la nouvelle loi de l'asile qui a été adoptée en novembre 2015. Certains demandeurs d'asile qui se trouvent dans une procédure qu'on appelle accélérée, lorsqu'ils ont reçu une première réponse négative de l'OFPRA, qui est l'administration qui examine la demande d'asile en première instance, lorsqu'ils reçoivent un refus, ils ont le droit de déposer un recours devant une cour, une juridiction dédiée au droit d'asile, ça s'appelle la Cour nationale du droit d'asile. Dans cette situation, les personnes en procédure accélérée vont passer dans cette juridiction devant une formation à juge unique. Ça veut dire qu'ils vont être devant une seule personne. Ça veut dire que leur situation, leur recours de la décision de l'OFPRA va être jugé par une personne. Je ne connais pas d'autres juridictions qui ne soient pas des formations collectives de plusieurs jurés, parfois des jurys populaires, etc. C'est une personne qui décide. Le fonctionnement de la CNDA pose quantité de problèmes quand des chercheurs, des sociologues s'amusent à faire des statistiques et à examiner le nombre de statuts que donnent certains présidents de formation comparé à d'autres. Et on se rend compte que certains présidents donnent beaucoup de statuts, reconnaissent plein de protections, quand d'autres n'en donnent quasiment jamais. Donc, où est l'objectivité du juge, la neutralité de la justice dans cette question? Ça pose énormément de questions. On se rend compte qu'on peut également faire des statistiques troublantes par nationalité, et que certaines nationalités reçoivent peu des protections. On observe que les nationalités qui viennent des Balkans reçoivent peu l'asile. Je pense que la situation des Roms d'Europe centrale doit être évoquée ici pour voir à quel point ils reçoivent rarement des protections, alors que les persécutions qui vivent dans leur pays sont de toute évidence fondées sur leur identité de Roms. Enfin, c'est pas nouveau dans l'histoire. Donc oui, l'examen de la demande d'asile en France est questionnable sur sa capacité à identifier les réels besoins de protection et à les reconnaître. Débouté du droit d'asile, c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de la procédure de la demande d'asile, à savoir un premier examen à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. S'il a reçu un rejet, il formule un recours qu'il dépose devant la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Et si à nouveau il reçoit un rejet, alors on le dit débouté du droit d'asile. Ça veut dire qu'il n'est pas reconnu. Il n'a plus de raison de rester en France, donc il reçoit une obligation de quitter le territoire français. La demande elle a été formulée ici, comme dit que la plupart ici sont Dublin, ça nous fait un bon nombre de personnes. Vous voyez, qui revendiquent à ce qu'on abandonne la procédure Dublin. La demande qu'ils demanderont, c'est d'être régularisée. Dans le cas des Dublins, c'est autre chose. Ce sont des personnes qui sont venues en Europe pour demander l'asile et à qui on ne laisse pas choisir le pays dans lequel ils vont demander l'asile. Parce qu'il existe un règlement de tous les membres de l'Union européenne sur lesquels ils se sont mis d'accord pour dire que la personne doit demander l'asile dans le premier pays européen qu'elle a traversé, où elle est allée. Ceci étant attesté par les empreintes digitales qui lui seraient demandées par un douanier, un policier, etc. Avec l'élargissement de l'Union européenne, la Hongrie, la Bulgarie se retrouvent elles aussi sur cette périphérie de la nouvelle Union européenne et se trouvent très exposées. Donc là, des entrées par voie terrestre. L'Italie également, dans une certaine mesure, mais voilà, on connaît combien les frontières de l'Europe, dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, sur le continent africain, sont surveillées. Les passages sont quand même rares, de moins en moins, il faut le noter, mais quand même. Donc voilà les pays qui sont exposés par ce règlement Dublin, qui dirait donc que les demandes d'asile doivent être faites en Espagne, en Italie, en Grèce, en Bulgarie, en Hongrie et en Pologne, ce qui protège bien entendu les autres pays européens qui sont
qui sont protégés par cette première frange de pays. C'est profondément injuste parce qu'il se trouve que c'est des pays qui sont dans des situations économiques également difficiles. Il faut savoir qu'il y a eu une espèce de moratoire sur le Dublin avec la Grèce au moment où la Grèce était au plus fort de sa crise économique et où là au moins les États membres ont reconnu que c'était quand même assez absurde de lui demander en plus de gérer et de prendre en charge tous ces demandeurs d'asile. C'est la preuve d'un manque total de solidarité entre les États membres de l'Union européenne. En dehors de l'économie, il y a aussi tout le pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'argent. L'argent, c'est un outil du pouvoir. Mais la finalité, c'est le pouvoir, c'est-à-dire avoir un moyen de pression sur le peuple. Et ça fait clairement partie d'une domination politique pour garder un peuple aussi désunifié, un peuple dans la peur. Je veux dire, aujourd'hui, on est encore aujourd'hui en état d'urgence, c'est-à-dire non aux manifestations. Et attention, on est quand même en 2017, année de l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il y a aussi toute une pédagogie de l'oppression qui est née, en fait, de cette vague de migration. Elle a été récupérée pour en faire un outil de la peur. Il y a deux des 5 candidats en tête des sondages qui sont actuellement sous une procédure judiciaire et qui d'ailleurs ne comprennent même pas ce qu'on leur reproche. François Fillon, quand on lui dit « vous avez 50 000 € de costumes sur vous », mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème d'avoir des costumes à 10 000 €? Quel est le problème? Mais par contre, le problème, comme on disait, les déboutés qui reçoivent 100 € tous les 2 mois, là par contre ça pose un problème. Donc je veux dire, il y a une échelle aussi. Il y a un moment où il y a une nécessaire prise de position à prendre. Il y a eu un requestionnement sur ce qui est moral, d'accord, fondamentalement pour l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain est capable d'accepter ou non? Actuellement, avec l'asile, avec l'hébergement des demandeurs d'asile, avec ces personnes-là, on est face à une complexification administrative qui est assez inouïe et un empilement des dispositifs et un chevauchement qui crée une confusion assez incroyable. Prenons le cas d'une personne qui arrive en France et dont les empreintes ont été relevées en Italie. C'est un cas très fréquent. On dit que cette personne ne doit pas rester en France mais doit être renvoyée en Italie. C'est à la charge de l'État français de mettre en œuvre et de payer son voyage pour le faire réadmettre en Italie. La France a 6 mois pour mettre en œuvre ce retour et cette réadmission en Italie. Au-delà des 6 mois, si la France ne l'a pas mise en œuvre, la personne a le droit de demander l'asile en France. Voilà. Donc voilà pourquoi l'administration française notifie cette procédure aux personnes, les informe, leur dit que la France, d'après ce règlement, n'est pas compétente pour examiner leur demande d'asile, mais c'est l'Italie. Et c'est pour ça que parfois il leur donne un billet de train ou d'avion pour rentrer dans le pays compétent. Ce qu'on observe, par contre, qui est moins drôle que juste donner un billet d'avion, ce qui laisse encore le choix aux personnes de monter dans le train ou l'avion ou pas. Depuis le mois de décembre, on observe à Grenoble que la préfecture a pris la décision de notifier une assignation à résidence systématiquement à toutes les personnes qui sont en procédure du Dublin. Alors c'est pas le cas des personnes qui habitent ici au CAO puisqu'elles sont hébergées ici. Pour toutes les autres, c'est le cas. Ce qui signifie que leur assignation à résidence, on pourrait croire que ça veut dire qu'ils sont logés. Ils sont même pas logés. C'est des personnes que l'État n'arrive pas à loger, donc ils sont à la rue. Assignés à résidence, ça veut dire qu'ils doivent aller 2 fois par semaine signer au commissariat de police. Et que cette présence au commissariat de police 2 fois par semaine donne lieu à une arrestation, une expulsion quasiment chaque jour qu'ils auront signé. C'est ce qu'on observe depuis décembre ici à Grenoble. Donc à chaque moment qu'ils vont signer, ils risquent d'être arrêtés. Alors, il y a, je crois à l'heure actuelle, environ 300 personnes qui vont signer. Le lundi et le mercredi. Chaque lundi, il y a une arrestation, chaque mercredi, il y a une arrestation. Donc on peut imaginer le stress dans lequel ça met les personnes. C'est un genre de roulette russe en réalité. On est obligé d'aller signer, on va signer. Est-ce que c'est moi aujourd'hui qui serai arrêté ou est-ce que c'est mon copain ? عندنا الشباب اللي هنا عندهم دبلن نحن متضامنين معاهم انهم يعالجون المشكله واخواننا دارين يرحلون ايطاليا برضه متضامنين معاهم يحلوا لنا المشكله يبقوا هنا
ونحن اللي ما عندنا مشكله مقدمين منتظرين الرد كمان برضه عاوزين ورق في اسرع وقت عشان نقدر نندمج في المجتمع. هي كلها 3 أشهر وعاوزين نبقى هنا في قرنوبي ما عاوزين نطلع من قرنوبي. C'est la politique, au sens qu'elle est faite aujourd'hui, qui amène les gens à pratiquer le monde autrement. Et par ces autres formes de pratique, il y a reprendre le pouvoir par la désobéissance. Par des pratiques informelles, par des pratiques alternatives. Donc bien sûr qu'on pousse les gens dans l'informel parce qu'ils ne trouvent pas de résonance à leurs valeurs humanistes dans la société actuelle. Salut Barry. Ouais, salut. Alors simplement si tu peux nous réexpliquer le contexte de là où on est. Ben, on est au VO, on est au village olympique, on est au squat. Ici c'est le squat où nous vivons. On est là, on a toute l'Afrique ici quoi. Genre. Et actuellement on a un problème, c'est pourquoi tous se réunit ici. On n'a pas d'électricité. Ça fait quelque chose maintenant 3 semaines ou bientôt 4 semaines. Le problème c'est la préfecture et le Crous. Le Crous il doit fermer l'électricité juste à côté ici où sont les étudiants. C'est là-bas où notre électricité est fermée. Bon, et on pense bien faire des choses pour qu'ils nous rendent ce droit quoi. On ne peut pas y vivre sans électricité. Oui, c'est l'énergie et tout le monde a besoin. Vous êtes combien de personnes à vivre ici? On est une centaine quoi. Tu vois, on est une centaine qui sont là, des familles, des enfants. Et ça fait combien de temps qu'il existe ce squat? Ce squat il existe depuis plus de 4 ans maintenant. 4 ans. Et c'est les mêmes personnes qui habitent à l'intérieur ou ça a tourné un petit peu? Le squat, ouais, ça tourne. Ouais, un squat c'est ça, ce n'est pas venir rester 10 ans dans un squat. Non, ben, ce n'est pas que tu restes seulement dans un squat. Un squat c'est genre un laboratoire. Tu viens ou un caserne militaire, tu viens te former et après tu ressors. Là tu fais tourner. Ce n'est pas toi seulement qui va rester. Quand tu es dans des difficultés, des fois, tu as besoin d'aller chercher des forces. C'est dans les squats, c'est dans les églises, c'est dans les mosquées, où tu ressens le feeling avec toi, c'est où tu vas aller chercher cette force et le faire. Mais bon, et nous on est là, et on compte bien faire continuer à vivre ici, et d'autres lieux aussi comme ici quoi. Beaucoup de combattants, moi je suis congolais, j'ai un rejet, mais je ne peux pas aller au Congo parce qu'on a peur toujours des morts, je n'ai pas venu aussi hasard. Sauf que je me suis réfugié ici, là où vous voyez, là où ça fait noir, en pleine ville de Grenoble, juste à côté des grandes places. Mais là aussi, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de production. On vit avec des familles, il y a plusieurs familles ici, il y a des bébés même, il y a des femmes, il y a des jeunes garçons. Les gens comme nous sommes là, on ne sait pas si on va aller où. Ici nous sommes là, ils nous ont rejetés, mais ils connaissent bien les conditions, ils connaissent bien les cas du pays, chacun son cas. Moi de ma part, mon pays est entouré dans les guerres, mais quand nous sommes là, c'est toujours la mort. Mais il suffit de vivre, il suffit de l'électricité, la vie se meurt quoi. Donc sans l'électricité là, on ne dort pas, il y a plein de cafards. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de toilette, c'est mort. Tout c'est mort. C'est un peu ça. Super. Si tu aurais quelque chose à dire au préfet ou au président de la République, ce serait quoi si tu voudrais qu'il entende ta parole? Ah, je dirais à monsieur le président de la République, avant votre départ, c'est que faites quelque chose de concret. Vous voyez, un peu interpréter bien c'est quoi la liberté, c'est quoi l'égalité, c'est quoi la fraternité. Ce n'est pas qu'on n'est pas né ici que ces termes nous ne touchent pas, ça nous touche aussi. Ce sont des républiques un peu partout. Vous voyez, on ne peut pas continuer à vivre ici comme ça sans électricité. C'est de nous donner le vrai sens de la liberté, vous voyez, de l'égalité, de la fraternité. Soyez fraternels.
les mecs. Vous voyez, le préfet, sois fraternel, ne va pas dans ton hôtel ou dans ta villa, dans ton chalet, rester tout tranquille en attendant que les autres souffrent. On a tous des âmes. Tu vois, même l'animal a une âme, tout le monde, on a tous des âmes et il ne faut pas mettre les gens en galère exprès aussi. Voilà. Ouais, ce n'est pas la pluie qui va tomber pour qu'on ait une régularisation, qu'on ait de l'électricité. Ouais, c'est qu'il faut se lever et le faire, quoi. C'est faisable, c'est possible. Ce n'est pas impossible, c'est possible. L'impossible n'est pas français chez vous. Je suis là simplement pour dire à nos autorités, que ce soit l'État, le département ou bien les autorités de la commune, que laisser des personnes dans des conditions terribles de vie, ou les laisser à la rue, ou les laisser dans des gymnases pour quelques jours seulement, puis après leur dire non, vous partez, sans aucune solution, pour moi c'est complètement inadmissible. Et je pense que ce soit en tant que retraité, en tant que citoyenne, en tant que membre d'une association ou d'un collectif sur l'hébergement et le logement, c'est important qu'on dise ensemble ces choses-là, qu'on les dise côte à côte. C'est pas je fais quelque chose pour vous, c'est ensemble, vous qui êtes concernés, nous qui sommes solidaires de ça. On a envie d'une société meilleure. On est dans une société riche, on est dans une société où il y a du fric, il y a des choix qui sont faits par les politiques. Si les choix sont faits pour qu'il y ait des solutions d'hébergement trouvées, il y aura des solutions qui pourront se faire. On peut inventer un nouvel habitat, on peut inventer des tiny houses. Il y a des petites maisons qui ne sont pas chères du tout, qui dans un premier temps peuvent faire des solutions sympas. Il y a plein de choses à imaginer. Autre, couvrir à la va-vite des gymnases et puis les refermer 2 jours après. Ce qui est inhumain. Inhumain complètement, parce que ça ne permet pas à des personnes de s'intégrer. Et puis après, on demandera aux personnes, intégrez-vous. Est-ce que les familles emmènent bien les enfants à l'école? Sauf que aller à l'école, quand on est 2 jours dans un gymnase, 3 jours dans une famille, 1 mois et demi ailleurs, et qu'au bout d'1 mois et demi, on vous dit non, cette solution, elle s'arrête demain matin, tout ça, c'est inadmissible. Et moi, je ne peux pas supporter ça dans notre société aujourd'hui, donc c'est pour ça que je suis là. Merci madame. Voilà. Merci. Je fais partie de l'association Droit au logement et du coup le DAL s'est remonté il y a 2 ans sur Grenoble, partant du constat qu'il y avait sans cesse une mise en concurrence des mal logés, des gens qui galéraient à se loger et des gens qui étaient à la rue, notamment avec des thématiques de racisme derrière. Et en fait on a voulu mettre en avant un truc qui est une évidence, c'est que le combat des mal logés pour pouvoir se loger correctement et rentre directement en convergence avec le combat des sans-logement, parce qu'on a une politique qui est menée, qui broie le logement peu cher, qui fait en sorte que les gens qui sont les plus démunis ne puissent plus habiter dans les villes, et surtout dans la métropole grenobloise. Le prix des loyers ne cesse pas d'augmenter, et en parallèle de ça, évidemment, les gens, le nombre de personnes à la rue ne cesse d'augmenter. Il y a 4000 personnes qui sont sans logement en Isère aujourd'hui. Sur ces 4000 personnes, c'est réparti selon différentes situations, mais il y a 2000 personnes qui sont dites, ça c'est la préfecture qui dit, de droit commun. C'est-à-dire qu'ils pourraient accéder au logement, qu'ils pourraient avoir un loyer. Après, il y a, sur les 2000 autres, il y a des demandeurs d'asile qui sont non hébergés alors que c'est des compétences de la préfecture. Et il y a des personnes qui sont dans des démarches qu'on dit droit minoré, qui n'accèdent pas au logement ni à l'hébergement. 4000 personnes dans la rue, il y a 10 000 bâtiments vides dans l'agglomération grenobloise, dont des bâtiments publics. Et nous, on est sur les thématiques qui s'entrecoupent. Baisse des loyers, arrêt des expulsions. Là, on est en soutien aux demandeurs d'asile du village olympique qui ont été sinistrés. Il faut savoir que le bâtiment est occupé depuis plus de 4 ans et que la préfecture, par l'intermédiaire du Crous, a coupé l'électricité sur le bâtiment il y a 2 semaines. Ça, c'est en relation avec l'incendie qui a eu lieu pour des autres personnes mal logées, qui étaient des étudiants de Condillac, qui payaient leur loyer en résidence, dans une résidence qui était délabrée, très mauvais état. Et du coup, suite à cet incendie-là, le Crous, pris de panique,
organise la coupure d'électricité sur le village olympique, qui est un bâtiment qui était occupé depuis 4 ans. Et forcément, quand on habite sans électricité, on se débrouille pour faire à manger, etc. Donc en fait, nous, on met la préfecture comme responsable, et le Crous, de cet incendie. Et du coup, on exige que tout le monde soit relogé dans des conditions décentes, ce qui est la revendication des habitants eux-mêmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut absolument rentrer à l'ère de la démocratie participative. C'est-à-dire que tout le monde, tout citoyen est légitime de faire de la politique. La rue, elle appartient à tout le monde. Le pouvoir, il appartient à tout le monde. Et aujourd'hui aussi, par les médias, par les discours, on fait croire aux citoyens qu'ils ne sont pas légitimes de faire de la politique. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait des grandes écoles, parce que si, parce que là. Mais non, c'est faux. Et c'est seuls ces politiciens, peut-être qu'ils vont plus vite, ils font de la politique de l'urgence. Mais ensemble, nous, qu'est-ce qu'on fera ? On ira plus loin. Pourquoi tout quitter ? Ils ont été poussés par la famine, la guerre, la tyrannie. Ils fuient l'enfer à la recherche d'un paradis. Pourquoi sont-ils si nombreux ? Ils ne le sont pas plus qu'hier. Au gré des passeurs, abusant de leur infortune, ils affluent telle la marée sur leur radeau de fortune, écartant la mer, s'échouant sur nos terres. Les médias s'emploient à nous manipuler avec habileté, par l'illusion de leur nombre sans fin, attisant la haine de cette migration politisée. Mais nombreux, ils le seront plus demain. Libère-toi de cette cage et comprends. Comprends que l'autre est aussi toi, qu'il est moi, elle, lui, nous. Comprends et entends. Entends leur voix. Ils sont là, avec nous, luttant pour leur vie, pour leur dignité. Respire, 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 respire. This is my reggae from Sahara, another song from Africa. Don't like the border. This is my last message. Last message. Last message. Until when will they eat our bread? Until when your bills will be full and our pockets empty? And our pockets
أرض الصحراء فيها الرجال فيها الرجال فيها الرجال وكان في حين في وسط الجبال أرض الصحراء نساء ورجال نساء ورجال وكان في حين في وسط جبال 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 العالية أرض الصحراء فيها الرجال Thank you.